Merci de nous rejoindre, merci pour votre fidélité. 125 000 étudiants, Rennes et Brest, régulièrement cités parmi les villes où il fait bon étudier. Bref, la Bretagne a de quoi séduire de futurs diplômés. Mais justement, aujourd'hui, ces futurs diplômés ont-ils un quotidien facile? Étudiants, une vie difficile? C'est la question que nous posons ce mois-ci dans Génération Bretagne. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Génération Bretagne reçoit ce mois-ci Vincent Daël. Étudiant et président du syndicat UNEF Rennes, il siège également au conseil d'administration du Crous. Nous vous proposerons les témoignages de plusieurs étudiants bretons. Ils nous parleront de leur quotidien, quelquefois compliqué. Avec un budget limité, l'alimentation ou les soins médicaux sont souvent sacrifiés. Mais le logement reste la priorité. Entre des loyers élevés et des hébergements en mauvais état, pourquoi ne pas construire son propre logement? C'est le défi lancé par des élèves ingénieurs de Bru avec le projet Elicity sur le point d'aboutir. Nous évoquerons aussi l'échec dans les universités. Seulement un tiers des étudiants inscrits en première année décrochent une licence. Au campus Mazier de Saint-Brieuc, une petite antenne universitaire, on tente d'accompagner au plus près les étudiants. Mais faut-il instaurer une sélection dans les facs? Nous lancerons le débat avec Jean Peters, le président de l'Université de Bretagne Sud. Enfin, comme chaque mois, notre séquence C'était il y a. Nous plongerons dans nos archives pour retrouver l'ambiance des soirées étudiantes rennaises des années 90. Et le grand témoin de cette émission est donc Vincent Daël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes étudiant en droit à Rennes et vous êtes spécialisé, je crois, dans le droit de la santé, c'est ça? Droit public pour l'instant, en master droit de la santé sans doute, oui. Donc il y a du travail. Et vous êtes aussi président du syndicat UNEF Rennes. Pourquoi avoir choisi justement cet engagement militant au sein d'un syndicat étudiant? Je suis arrivé à la fac et je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants finalement étaient perdus et que dans une université, quand on est étudiant, on a besoin d'avoir un accompagnement, on a besoin de savoir où se diriger pour accomplir ses formalités, on a besoin d'avoir un interlocuteur étudiant également qui puisse répondre aux questions. On a besoin en fait d'un soutien au quotidien. Et par la suite, en continuant mon engagement, je me suis rendu compte que c'était un engagement qui était vraiment utile et qui permettait aux étudiants de vivre mieux l'année d'après l'engagement. Voilà. Alors, être à la fois étudiant et à la fois responsable d'un syndicat, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est compatible? Il faut avoir de l'organisation et bien séparer ses tâches, mais oui, c'est jouable et c'est très exaltant en tout cas. Alors, vous avez vu la question de notre émission, étudiant une vie difficile, bien sûr avec un point d'interrogation. Quand vous discutez avec vos parents, est-ce que vous avez l'impression que c'était mieux avant, que la condition d'étudiant était meilleure? J'ai surtout l'impression que c'était une époque différente. Je pense que c'était une époque où on sortait du lycée, on pouvait trouver un emploi finalement assez facilement parce que le marché de l'emploi n'était pas du tout le même et qu'il y avait une situation justement de plein emploi. La situation est différente parce que maintenant, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les étudiants ils ont accès plus facilement à l'enseignement supérieur et ils peuvent obtenir des qualifications, des formations qui débouchent sur de vraies qualifications. Et le niveau de qualification générale des citoyens dans notre pays s'améliore, augmente. Donc on est un pays à haute valeur de qualification. Maintenant, la question c'est comment on accompagne vraiment les étudiants pour accompagner aussi cette réussite. Alors justement, tout n'est pas rose. Justement. Je vous propose de regarder le dessin du mois préparé par Loïc Schwartz, notre dessinateur. Regardez, on y voit une file d'étudiants qui pointent au restaurant du cœur, qui parlent bien sûr, voilà, c'est pas comme à la fac, ici il n'y a aucune sélection, donc ça réunit les deux thèmes que nous allons aborder ce mois-ci. Diriez-vous justement qu'aujourd'hui les étudiants sont les grands oubliés des politiques publiques en France ? C'est vrai que quand on regarde la baisse du budget, le manque de moyens alloués et de manière générale le manque de considération qu'il peut y avoir dans certaines politiques, on se dit qu'effectivement on a l'impression souvent d'être oublié. Après, il y a des politiques qui sont mises en place. Souvent la question c'est qu'elles sont assez déconnectées finalement des réalités étudiantes, de ce que veulent les étudiants et de l'avenir que les étudiants veulent pour eux. Alors justement, la réalité aujourd'hui, c'est le prix à payer pour étudier, qui est de plus en plus cher. On va regarder ces chiffres-là qui sont assez intéressants. Le coût de la vie pour cette rentrée 2017 a augmenté de 2,09%. Pour démarrer une année universitaire, les étudiants doivent aujourd'hui débourser 2 400 €. C'est les chiffres que vous avez sortis sur votre site internet. Chaque mois, il a en moyenne pour vivre un budget de 350 €. Et on voit en même temps là, les principaux postes de dépenses. Bien sûr, le loyer arrive en tête. Alors pour beaucoup de jeunes, le superflu n'existe pas. Ils ont même recours au système D. Une de nos équipes est allée à Rennes, justement la capitale étudiante bretonne, pour recueillir plusieurs témoignages. Regardez. Bon voilà, ça c'est des... Alors il y a des nouvelles affiches qui datent de cette année, qui sont toutes neuves.
puis on a des anciennes, et puis finalement les problèmes pour les étudiants ils restent les mêmes parce que vous voyez, les problèmes d'argent, les problèmes de précarité, ça ne change pas, ça évolue pas, que ce soit des affiches des années 2000 ou des affiches de cette année, toujours les mêmes problèmes de précarité, toujours des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, un étudiant sur 2 qui est obligé de se salarier, seulement 1 sur 3 qui est obligé qui doit travailler pour financer ses études, seulement 1 sur 12 qui a accès à un logement Crous, donc toujours la précarité, et finalement on peut coller des affiches d'il y a 15 ans, le message sera le même. Première difficulté pour l'étudiant, se loger. Le Crous nous a ouvert les portes d'une cité universitaire récemment rénovée. Des militants UNEF étaient venus mesurer le degré de satisfaction des résidents. Tu étais dans Cité UE à Beaulieu avant et c'était... C'était catastrophique. Je suis partie au bout de 3 mois parce que j'avais des problèmes de santé à cause de l'humidité. C'était tout dégradé, clairement. Ouais. C'était pas très vivable, quoi. Le manque d'investissement dans les logements Crous, c'est le premier reproche de certains usagers. Béatrice a souffert d'un logement étriqué sans même un frigo pour mettre ses vivres à l'abri des vols. La première année, ça allait parce que c'était la première année, j'étais contente de quitter le foyer des parents. La deuxième année, j'en avais un peu marre. Et puis la troisième année, je me suis retrouvée avec une chambre. C'était vraiment problématique, ça sentait le moisi. Il y avait une grosse tache de moisissure en dessous du lavabo. Et puis sans compter les cuisines qui sont dégueulasses, les sanitaires, pareil. De ce côté-là, c'était vraiment pas très agréable. Puis 3 ans de suite, franchement, on s'en passe, quoi. On voit que l'offre en matière de logement étudiant, elle est inférieure à la demande en réalité des étudiants. Donc on a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas accéder aux CTU et puis il y en a qui accèdent à des CTU qui sont pour l'instant pas encore rénovés. À Rennes, un étudiant sur 12 loue une chambre au Crous pour environ 260 €. Les autres, y compris de nombreux boursiers, dépensent en moyenne 400 € dans le parc privé. Moi, j'ai besoin de travailler en fait pour avoir un petit peu de sous. Alors, il y a mes parents qui m'aident un peu, j'ai quand même ma bourse, les APL, mais malgré tout ça, ça ne suffit pas forcément avec le logement, après la nourriture et tout ça. Enfin, il faut quand même avoir de quoi vivre et finalement, un petit job, quelques heures par semaine. Moi, je fais beaucoup de babysitting et voilà, c'est vrai que c'est important. Le travail, pour boucler les fins de mois, c'est aussi le sort de Hugo qui se lève tôt pour faire les marchés. Il dénonce cette inégalité sociale. Un étudiant n'est pas fait pour se lever à 5 h du matin, faire des petits inventaires, faire des petits boulots le matin, se réveiller 3 heures avant pour après aller en TD ou aller en amphi et être déconcentré, ne pas pouvoir étudier dans les mêmes conditions que les autres. Suzy évite même le restaurant universitaire et son repas à 3,25 €. Ce qu'elle gagne en petit boulot, elle le dépense aussitôt en fourniture d'art plastique. On met en place assez rapidement des petites débrouilles entre colocataires, entre étudiants. Parfois, on fait même la fin des marchés avec les petits commerçants qu'on connaît. Ils nous laissent des petits légumes pour faire des soupes et des confitures. Donc, on développe des petites méthodes comme ça. Pour certains, horaires de cours et travail personnel ne permettent ni de travailler ni de glaner sur les marchés. Sur le campus de Beaulieu, les étudiants de l'INSA ont mis en place, pour eux, une épicerie solidaire. Je bénéficie de très peu d'aide, en tout cas pas du tout de mes parents. Donc je bénéficie de l'intégralité d'aide par les bourses. Je suis actuellement échelon 7. Donc c'est des sommes qui me permettent de vivre à peu près convenablement, on va dire. Mais le fait d'avoir ces petites aides en plus au niveau des banques alimentaires, au niveau de l'épicerie sociale ici, ça me permet de pouvoir mettre des sous de côté pour les loisirs, pour le sport, pour d'autres choses en cours, par exemple. Je pense que les services sociaux n'ont pas forcément connaissance de tous les étudiants en situation précaire. Et même vis-à-vis des autres, il y a une sorte de complexe, donc je pense qu'ils se cachent un peu. Ils ne sont pas du genre à se montrer. Une discrétion qui peut mettre en danger les plus précaires quand il s'agit de leur santé. Dans chaque ville universitaire, un service de santé regroupe des médecins de toutes spécialités et des assistantes sociales. Un service gratuit et facile d'accès pour des étudiants en mal de médecins traitants.
En fait, ce qui est l'intérêt de ce centre, c'est qu'on travaille en communication toutes les professions ensemble, donc y compris psychiatres, infirmières psychiatriques, les assistantes sociales, les infirmières, tout ça, on peut tous voir le même étudiant. Donc à partir de là, suivant la souffrance de l'étudiant et les besoins, on s'adapte. Et effectivement, alors moi je dirais que le plus grand nombre d'étudiants, c'est pour la gynécologie et les souffrances psychologiques. Donc on en voit beaucoup qui arrivent ici en urgence et qui ne sont pas bien. Enfin là, je prends des médicaments, donc ça va, mais après c'est bientôt fini. Dans un peu plus d'un mois, c'est fini le premier semestre. Par rapport au concours? Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ce service soigne le stress et la déprime, mais reçoit aussi de temps en temps des étudiants qui, à l'extrême, ont pu dormir dans leur voiture. Nous avons des étudiants, effectivement, qui sont dans des situations de précarité, pour certains dans des grandes situations de précarité, mais ce sont des situations à la marge. Et dans ces cas-là, effectivement, ils sont pris rapidement en charge par les assistantes sociales du service. Nous, l'enjeu, c'est de pouvoir faire venir et que ces étudiants qui sont dans la grosse difficulté puissent nous repérer et puissent se saisir des aides qui peuvent leur être attribuées. Alors, au-delà des bourses, il y a tout un nombre d'aides qu'on peut aussi actionner. On actionne d'abord le dispositif légal, comme on dit, et puis après, on peut se retourner aussi vers des dispositifs comme les Restaurants du Cœur, comme la Croix-Rouge, voilà. En 2016, et d'après une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, 30% avaient déjà renoncé aux soins médicaux, et parmi eux, 44% pour des raisons financières. Voilà, on parle de la Croix-Rouge, on parle des Restos du Cœur pour certains étudiants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les nouveaux pauvres ? Nouveau, j'ai pas l'impression que le problème il date d'aujourd'hui et qu'on se retrouve tout d'un coup face à une situation de précarité qu'on nous met sous les yeux et qu'on découvre. Je pense que ça fait plusieurs années que les étudiants, même des décennies, que les étudiants sont dans des situations de précarité très importantes, que les systèmes d'aide sociale ne permettent pas d'apporter une solution vraiment évidente à ces problèmes de précarité. Donc non, pour nous, le problème, il n'est pas nouveau. Maintenant, ce qu'il va vraiment falloir commencer à se poser comme question, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à apporter des réponses concrètes à ces problèmes-là ou est-ce qu'on laisse couler la situation pendant encore des années? Alors justement, ce chiffre évoqué dans le reportage, 46% des étudiants exercent aujourd'hui une activité rémunérée durant leurs études. Pour eux, c'est une nécessité pour boucler les fins de mois. À l'UNEF, vous avez une revendication, c'est l'allocation universelle pour les étudiants. On va dire un salaire, un revenu étudiant, c'est ça, généralisé? Est-ce que c'est jouable aujourd'hui en France, vu l'état des finances publiques? C'est jouable. Attends, voilà. Je pense qu'on peut parler des pays scandinaves. Alors, c'est des systèmes totalement différents, mais au moins, dans l'idée générale, ils se font l'idée que, finalement, donner une allocation aux étudiants, c'est pas un coût, c'est pas analysé comme une dépense, c'est analysé comme... Au Danemark, il y a un revenu étudiant universel. Oui, alors après, on peut pas forcément comparer, parce qu'au Danemark, ils sont obligés de se salarier à côté pour pouvoir bénéficier de cette aide, donc c'est des systèmes différents. Mais dans l'idée générale, on considère l'étudiant comme étant un investissement sur l'avenir et non pas un coût pour la société. Et effectivement, ce qu'on revendique à l'UNEF, c'est la mise en place d'une allocation qui soit calculée selon les besoins réels de l'étudiant et plus seulement selon les revenus des parents, parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus un système qui correspond à nos réels besoins. Alors justement, on va regarder un panorama sur les aides pour étudiants. 550 € par mois, c'est le montant maximal d'une bourse sur critères sociaux. On rappelle que sont pris en compte le foyer fiscal des parents, le nombre d'enfants à charge et la distance entre le domicile familial et le lieu d'études. 20% des étudiants, on le rappelle aujourd'hui, vivent en dessous du seuil de pauvreté. 72% des étudiants exclus du système boursier. Est-ce qu'il faut tout remettre à plat aujourd'hui ? Je pense que c'est une nécessité. Alors le gouvernement va lancer une concertation pour la mise en place d'une nouvelle allocation. Donc on va voir comment ça va se mettre en place. Mais oui, c'est nécessaire, 550 € par mois. C'est quand même en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, c'est le montant maximal de bourse que peut avoir un étudiant. Il y a un grand nombre d'étudiants qui en sont exclus. Je rappelle qu'il y a seulement un étudiant sur 3 qui est boursier. Et il y en a quand même un sur 12. C'est-à-dire que c'est des parents qui n'ont pas forcément des revenus très importants, qui sont à la limite trop riches pour bénéficier d'une bourse classique et trop pauvres pour pouvoir assumer financièrement correctement c'est pour ça qu'il y a autant d'étudiants salariés, c'est que les solutions de revenus de par la famille
ou de par les bourses ne suffisent plus. Et le nombre d'étudiants qui viennent nous voir à l'UNEF et qui nous disent « bon ben voilà, moi je suis en situation de grande précarité parce que le système de bourse considère que mes parents sont trop riches pour m'aider ». Or, soit c'est pas le cas, ils n'ont vraiment pas de quoi m'aider, soit les étudiants, soit les parents ne m'aident pas par choix. Et donc voilà, la situation propre des étudiants n'est pas prise en compte et c'est un vrai problème. Alors il y a des solutions quand même, hein. Je suis allé voir un peu, je me suis renseigné un peu sur les systèmes d'aide qui sont aussi parallèles au système classique. Il y a le crowdfunding, le financement participatif, mais bon, ça reste, on va dire, accessoire et confidentiel. Les prêts bancaires à taux zéro, hein, on peut aller demander à sa banque des prêts étudiants, sans oublier aussi les collectivités locales qui donnent aussi des suppléments de bourse pour les plus défavorisés. Un mot sur ce qu'a décidé cette année le gouvernement. Il a pris en compte cette inquiétude avec le gel du tarif des inscriptions, le gel du prix du ticket Resto U, des aides à la mobilité. Est-ce que ces aides qui ont été annoncées sont suffisantes pour vous ? Alors, pour ce qui est des gels, je pense que c'est un minimum en fait, un minimum de décence quand on voit que la précarité étudiante elle augmente année après année et que tout le reste des prix augmente en flèche. Donc non, c'est un minimum. Pour ce qui est de l'aide à la mobilité, 2 000 € quand on change de master, quand on va dans une autre académie, c'est clairement une très bonne mesure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que ce n'est pas le gouvernement actuel qui a signé le décret qui l'a mis en place, mais le gouvernement précédent. Voilà. Autre problème important, les frais de santé qui semblent pour beaucoup très dissuasifs. 90% des étudiants aujourd'hui ne font pas de visite régulière chez le médecin. Alors là aussi, nouveauté, pas des moindres, le gouvernement a décidé de rattacher le suivi des étudiants sur le régime général de la sécurité sociale. En gros, les mutuelles étudiantes ne vont plus s'occuper du remboursement des frais de soins. C'est une bonne chose, c'est une revendication. C'était une revendication pour vous ? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la suppression du régime étudiant de sécurité sociale et la suppression de la cotisation de 207 € qui était une cotisation de rentrée étudiante. Cette suppression, évidemment, c'est une somme énorme qui est enlevée du budget des étudiants. Donc sur ce point-là, oui, admettons, mais on aurait très bien pu supprimer cette cotisation sans supprimer tout le régime. Donc on supprime tout le régime. Derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Les caisses primaires d'assurance maladie vont devoir gérer un afflux énorme d'étudiants du jour au lendemain sans forcément être formés pour. Et toute la gestion de sécurité sociale qu'il y avait sur les campus avec un accueil adapté pour les étudiants. La prévention notamment aussi. Avec aussi de la prévention faite sur les campus. Tout ça, ça disparaît. Donc on supprime pour faire quoi ? Finalement, on a l'impression que c'est une économie qui est faite comme ça, sans forcément de grandes réflexions derrière sur l'accueil des étudiants et sur la complexité administrative. Alors on va faire un focus là sur la principale dépense du budget étudiant, c'est le budget logement. 80% des étudiants vivent aujourd'hui en dehors du domicile familial. Se loger au moindre coût dans des conditions d'hébergement acceptables, c'est le lot de milliers de jeunes Bretons qui consacrent 70% de leur budget justement pour se loger. On va regarder les différents montants de loyer en fonction des villes bretonnes. Bien sûr, Rennes est en tête devant Lorient. Brest et bien sûr Paris, on va le faire une petite comparaison, est bien plus cher. Je m'adresse aux membres du conseil d'administration du Crous, puisque vous siégez au sein du Crous. Est-ce que le niveau général du parc immobilier pour les étudiants s'est amélioré ? Est-ce que les chambres dans les CTU sont de meilleure qualité aujourd'hui ? Il faut être objectif. Il y a eu de très gros investissements faits par les acteurs publics locaux, la région, également l'État ainsi que le Crous pour rénover les CTU à Rennes. Et c'est des travaux qui sont en cours. Après, il reste toujours des CTU qui sont dans un état de délabrement assez avancé. Je pense notamment aux CTU à Saint-Brieuc qui ont vraiment besoin d'être rénovés de manière urgente. Mais l'état général s'améliore globalement. Maintenant, on ne peut plus se contenter du nombre de CTU qui est à Rennes. C'est ça le grand chantier pour demain. Il y a un nombre de CTU très limité. Seulement un étudiant sur 12 à Rennes, par exemple, qui a accès à un logement étudiant. Crous, donc Saint-Brieuc, c'est encore moins. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de construire de nouvelles CTU. Et la baisse des APL ? 5 € par mois pour les étudiants. Le gouvernement a promis, a demandé notamment aux bailleurs sociaux d'encadrer les loyers. Vous y croyez ? Baisse des APL et puis d'un autre côté les loyers qui augmentent, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc public, le loyer en CTU il augmente également, donc non, je crois pas tellement au fait que les étudiants paieront moins de loyer cette année. Non. Allez, on continue l'émission et justement il est temps d'accueillir un nouvel invité dans Génération Bretagne. On va accueillir Pierre Lumalet, le président d'Elicity. Il va nous rejoindre. Elicity, c'est le nom du projet. Bonjour Pierre Lumalet, c'est le nom du projet que vous avez lancé avec 6 de vos camarades. Vous êtes élève ingénieur au métier de l'environnement à Bru. C'est ça, alors vous, pas la galère de rechercher un logement, pas la galère de payer, de se triturer la tête pour trouver le bon loyer. Vous avez choisi de construire votre propre logement, c'est ça ? Expliquez-nous un peu cette aventure. Qu'est-ce qui vous a décidé comme ça de vous lancer dans ce défi, dans ce pari très compliqué quand même sur la feuille ?
C'est parti d'une insatisfaction en fait. On est arrivé nous en première année de classe préparatoire sur Rennes, donc on s'est retrouvés là-bas et puis c'est vrai qu'on venait d'horizons différentes. Moi j'étais en colocation sur Rennes, certains étaient dans des chambres du Crous sur le campus de Kerlan, et puis voilà il y avait des insatisfactions un peu différentes et on a décidé de réfléchir justement et d'essayer d'utiliser mieux ce budget qui était attribué au logement étudiant et de voir si avec ce budget-là on était capable de construire un logement qui répondait mieux à nos attentes. En gros, vous avez fait un prêt, donc, c'est ça? C'est ça. Qui correspond au prix d'un loyer classique, donc 400 € à peu près par mois. C'est ça. Nous, on était en études pendant 5 ans sur Rennes, donc 400 € par mois sur 5 ans, ça fait entre 20 et 25 000 €, voilà, en fonction du loyer. Donc c'est un budget qui est relativement conséquent et nous, on a décidé de plutôt l'investir et de devenir à terme propriétaire plus que de rester. Votre école vous a donné un terrain? C'est ça? Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut trouver le terrain déjà pour construire cette Voilà, l'idée c'était de faire un bâtiment qui était déplaçable et modulable, qui s'intégrait sur la thématique aussi de ne pas prendre d'emprise au sol. Donc on s'est d'abord rapproché de la mairie de Bru. C'est le premier acteur public qu'on a rencontré, auquel on a confronté l'idée. Et puis on s'est après retourné vers Rennes Métropole, avec qui on a passé une convention d'occupation précaire. Donc c'est une location en fait d'un terrain pour une durée de 5 ans. Donc, voilà. On va voir là ce que ça donne. On a vu les images tout à l'heure, la modélisation de votre maison. C'est confortable. Ça fait combien là? Vous pouvez loger à combien là dans ces prototypes? Alors c'est des appartements qui sont faits normalement pour 4 étudiants. Il y a 4 appartements. Après on est sur des espaces de vie privatifs qui font 24 mètres carrés. Donc c'est quand même plus grand qu'un logement Crous conventionnel. Donc il est plus adapté peut-être à un étudiant et son compagnon. Après, c'est un logement qui est une colocation sans les désavantages. On a une partie privative, donc chambre, salon et salle de bain, et une partie commune qui est la cuisine, qui du coup est un espace de vie plutôt social de partage avec son colocataire. Bon, dites-nous tout. Vous avez vraiment tout construit vous-même? Alors on a tout fait nous-mêmes. Non, il n'y a eu aucune sous-traitance, vraiment c'est parti. C'est pour ça que ça nous a pris aussi 2 ans. On est parti, les premiers plans étaient sur PowerPoint, ce qui est quand même un peu ridicule par rapport au travail que ça représente. Donc c'était ça qui était super dans ce projet. On a appris à faire énormément de choses. On a fait de la menuiserie, on a fait de la charpente, de l'électricité, de la plomberie. La seule chose qu'on n'a pas fait dans ce bâtiment, c'est les fondations qui demandaient du matériel qu'on pouvait ni louer ni apprendre à faire fonctionner. Donc, Vincent, votre regard sur cette expérience? Voilà peut-être une solution justement pour pas mal d'étudiants. Bon, tout le monde n'est pas apte à construire son logement, mais voilà, c'est une solution qui est posée sur la table. Moi, je suis déjà super impressionné que des étudiants soient capables de réaliser des projets comme ça, d'un point de vue technique et d'un point de vue entrepreneuriat, c'est quand même assez exceptionnel comme projet. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a des étudiants qui se disent je vais être acteur de mon logement, je vais imaginer le logement étudiant de demain, et finalement on n'attend pas que l'administration s'en occupe elle-même et essaie de faire des plans, on s'en occupe nous-mêmes. On voit ce qu'on peut faire, on le fait, et puis ça donnera des idées, et puis voilà, non, c'est vraiment un très beau projet. Bon, vous êtes élève ingénieur, tout le monde n'est pas capable de monter ce genre de projet aussi. Je ne sais pas, Vincent l'a dit, un étudiant en droit, ce sera compliqué, un étudiant en médecine aussi. Je pense justement, c'est ça que nous on cherchait aussi à valoriser, c'était de montrer qu'aussi les étudiants étaient capables de faire des choses par eux-mêmes, d'apprendre, de venir se professionnaliser, de rentrer être acteur de son territoire. En fait, les premiers acteurs d'un campus, ou de Rennes, qui est quand même une ville étudiante importante, ce sont les étudiants. Ils sont capables de faire énormément de choses. On les enferme un petit peu de manière catégorique dans des projets théoriques, mais au final, on est là aussi pour prouver que des projets qui sont mis en pratique comme ça marchent et mettent peut-être une petite démonstration à ceux qui n'y croyaient pas à la base. Alors, on a vu les images tout à l'heure. On était venu voir début mars, c'était le débbu du chantier. Donc aujourd'hui, tout est prêt, vous avez les clés, bientôt la crémaillère. Alors voilà, donc c'était début août, le début de la construction. Ouais. Donc on a 3 mois et demi de construction à peu près. Donc voilà, on a tout fabriqué en atelier. Vos collègues étaient là pour l'assemblage. Donc vous voyez, d'ici une dizaine de jours, on va pouvoir fêter un petit peu la fin du chantier, la fin du jonglage aussi avec les cours en parallèle. Donc on a hâte un petit peu, mais voilà. Les finitions sont bientôt. Mais c'est pas la fin de l'aventure. Parce que vous voulez développer ça, en faire. Pourquoi pas créer une entreprise finalement au bout de ce projet-là? C'est pour vous un objectif. Nous, en fait, on a créé ce logement dans une démarche de prototype, de montrer qu'en fait, un budget étudiant était capable d'investir dans un bâtiment éco-construit, donc qui respectait également l'environnement, mais aussi un plan économique assez serré, parce que le budget d'un étudiant est quand même relativement serré. Et après, demain, oui, l'idée, c'est de développer un modèle en étage, peut-être pour
pour plus d'étudiants. On pourra essayer de développer ce modèle et d'offrir une qualité de vie et un confort de vie aux étudiants, peut-être de Rennes dans un premier temps, ou du campus de Carlan. Eh bien voilà un beau projet. Merci beaucoup Pierre Lumalet de nous avoir raconté cette aventure. Je renvoie donc à votre site internet Elicity. L'adresse va s'afficher, là vous la voyez, elicityandco.wordpress.com. C'est l'adresse de votre site internet. J'invite tous les étudiants, c'est très intéressant, à aller se renseigner sur ce projet. Merci beaucoup. Nous abordons la deuxième partie de l'émission. On va parler des études, des cursus. Vous y êtes encore, tous les deux. L'entrée à la fac, c'est la découverte d'un nouveau monde, une nouvelle manière de travailler, vous allez nous le confirmer. 42% des bacheliers sont stressés à l'idée de découvrir aujourd'hui l'enseignement supérieur. Pour eux, c'est le grand saut dans l'inconnu, avec un taux d'échec qui reste encore assez important. Moins de la moitié des étudiants inscrits en première année poursuivent jusqu'en licence. L'université est-elle donc condamnée à rester une gare de triage? Pas forcément. On va le voir, des petites structures offrent aujourd'hui un suivi pédagogique beaucoup plus précis et garantit aux étudiants donc un meilleur environnement. C'est le cas du campus Mazier à Saint-Brieuc, créé il y a 30 ans pour désengorger Rennes 1 et Rennes 2. 1300 jeunes y suivent aujourd'hui plusieurs cursus. On vous propose une petite immersion, regardez. C'est beaucoup plus petit qu'une fac ordinaire, c'est beaucoup mieux encadré, même l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse que dans une fac classique, je dirais. Honnêtement, c'est très tentant de sécher les cours, il n'y a rien qui nous retient. Après, il faut vraiment avoir la foi et la motivation. C'est vraiment une question de motivation. Ouais. Si on est vraiment motivé qu'on travaille, il y a vraiment moyen d'y arriver. J'étais à la recherche d'une petite structure et Saint-Brieuc semblait répondre à toutes mes peurs et mes inquiétudes, puisque ici c'est quand même à l'échelle humaine, on va dire. Tandis que les facultés des grandes villes sont au bord de l'asphyxie, les universités de petite taille tirent leur épingle du jeu. Dans une atmosphère plus familiale, elles garantissent les mêmes diplômes. C'est le cas de Saint-Brieuc. Ici, 1300 étudiants tentent de décrocher une licence avec l'atout de la proximité. Mardi matin, cours magistral de droit pour les premières années. Au menu, les élections municipales, mais avant de démarrer, un recadrage en règle. L'intérêt de ce premier résultat que vous avez eu, qui, je pense, vous déçoit, c'est aussi peut-être de provoquer un électrochoc et de vous faire réagir. La situation est grave, elle n'est pas désespérée, je vous l'ai dit, il est encore temps. Il faut que vous sachiez que vous avez ici, à 20 mètres, la plus belle bibliothèque universitaire d'un centre délocalisé. Il n'y en a pas de plus belle en France. Utilisez-la, du matin au soir. Allez travailler dedans. Vous n'avez pas forcément les bonnes méthodes de travail. Vous pataugez, vous perdez beaucoup de temps. Vous ne faites pas un travail très efficace. Mais plus vous travaillez, et plus vous allez apprendre à apprendre. Quand on est étudiant, on n'est pas aux 35 heures. Il faut à peu près travailler 50 heures par semaine. Et quand on découvre l'université, on a du mal à évaluer la quantité de travail à fournir. Donc dans le doute, il vaut mieux en fournir un peu plus qu'un peu moins. Le travail en autonomie, la clé de la réussite à la fac. Sur un petit campus, les professeurs le martèlent, en cours ou au détour d'un couloir. Chaque étudiant doit prendre en main son parcours. La présence est obligatoire. Kyrian Le Carré, Angelina Le Calvez, Léa Becti, je l'ai vu, Luc Cabanel, je l'ai vu, Antoine Ars, donc il n'est pas là, lui, c'est donc on l'a dit Fantomas, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Charles Mali, lui il n'était pas là la semaine dernière. Ah, je t'ai rencontré sur Paris, tu vas me voir tout à l'heure à la fin. On n'a pas affaire à des numéros d'étudiants, on connaît les personnes, quoi. On a affaire à des vraies personnes. Il y a une part supplémentaire d'humain qui n'existe pas forcément dans les grandes structures, non pas parce que les collègues ne le veulent pas, mais les lieux et l'organisation est telle que c'est pas possible, quoi. Ça, on a dit, hein, la semaine prochaine, contrôle. On est d'accord, hein? On a plus de relations avec les professeurs pour ce qui est de leur parler. Si on les voit, ils accepteront quand même de nous parler, de répondre aux questions et ils nous diront pas « Ah bah là, on est pressé, il faut qu'on parte ».
Et ça, c'est bien. Je jette un œil sur les CV, les lettres de motivation. En marge des cours, les professeurs se penchent aussi sur l'avenir professionnel de leurs élèves, des temps d'échange pour les aider à trouver des stages, croiser les expériences. Ce qu'on a fait, c'est qu'on fait une méthode de stage. On a des ateliers, en fait, justement, pour travailler sur les CV, les lettres de motivation. Après, je pense que ce qui est important, c'est de vérifier bien le contenu proposé par l'entreprise, quoi. Après, nous, ce sera plus des stades d'observation cette année. Les locaux sont à échelle tout à fait humaine. Effectivement, on se voit quasiment tous les jours. Ça permet d'échanger aussi bien sur le plan personnel des étudiants. C'est important, je pense, on les connaît. Donc, on peut effectivement dialoguer là-dessus. C'est vrai qu'entre nous, ça permet aussi de discuter de nos pratiques pédagogiques, du rapport qu'on a aux étudiants, de la manière dont on fonctionne en cours. Bonjour. Des enseignants accessibles, à l'écoute, une organisation souple dans des locaux propres et bien équipés. Tout est réuni pour accompagner la réussite des étudiants. Et pourtant, même ici, 60% d'entre eux échouent en première année, toutes disciplines confondues. Ce taux d'échec, il s'explique aussi par notre modalité de recrutement. N'étant pas sélectif, eh bien, évidemment, nous accueillons un public très divers et varié, dont les motivations sont très hétérogènes. À partir du moment où nous, on dit on accepte tout le monde, on donne la chance à tout le monde, effectivement, on a beaucoup plus de chances d'avoir des échecs que des filières qui sont sélectives, qui choisissent sur dossier. Seul passeport nécessaire, le bac, n'importe lequel. Pour certains, la marche est haute. Dylan, un bac pro gestion administrative en poche, triple sa première année d'histoire. On n'a pas du tout le niveau, vraiment pas. On est déjà en deçà du niveau des généraux. En termes d'efficacité du travail, en termes de rapidité, en termes de tout ce qui est prise de notes, etc. On est bien moins rapide qu'eux, on est peut-être moins précis aussi sur ce qu'on note. On part déjà avec plus ou moins des avantages en termes de vitesse surtout et d'efficacité au travail. Comme Dylan, la majorité des bacs pro ne passent pas en seconde année, une situation qui ne satisfait personne, d'autant que les effectifs grimpent de 10% à chaque rentrée universitaire, toujours à moyens constants. On est au bord de la rupture. La machine tourne en fait. La machine tourne grâce à la très grande conscience professionnelle du personnel enseignant administratif de bibliothèque, qui veut faire en sorte que ça tourne. Mais si les gens faisaient uniquement ce dont ils sont censés faire, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Comment accueillir les générations futures nombreuses nées au début des années 2000 ? Avec quelles ressources ? Pour répondre à quel objectif ? Ces questions restent en suspens pour la rentrée 2018. Le dossier est sur la table du gouvernement. Voilà, et ces questions, on les pose dans Génération Bretagne avec notre débat et on accueille un nouvel invité, Jean Peters, le président de l'Université de Bretagne Sud. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va parler tout d'abord de l'actualité de cette rentrée avec la fin du fameux système APB, admission post-bac, qui est une sorte de grande loterie. Tout ça est remis en cause et remis à plat. C'est une bonne nouvelle ? Jean Peters ? Oui. Alors c'est une bonne nouvelle et en même temps on ne sait pas exactement ce que sera le prochain système. Donc on est un peu inquiet quand même sur les résultats à partir du moment où les vœux ne vont pas être hiérarchisés. On va être dans une grande inconnue pour savoir où les étudiants vont aller. Alors, dans l'urgence, il y a 3700 bacheliers en France qui sont encore en attente d'affectation. En Bretagne, on a à peu près quantifié, ou vous, dans votre université, vous avez à peu près quantifié le nombre de... Moi, chez moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Vincent Daël, sur Rennes, il y en a ? Alors ça, c'est plutôt des chiffres qui sont chez les universités et le rectorat auxquels on n'a pas forcément accès, ou en tout cas pas très facilement. Mais en tout cas, sur la question d'APB, c'est sûr qu'on ne va pas forcément pleurer sur le sort d'APB parce qu'il y a un énorme traumatisme qui est resté chez des milliers de lycéens concernant le tirage au sort, concernant la manière dont est géré APB, concernant l'opacité de tout ça. Mais effectivement, je rejoins M. Peters là-dessus, c'est que... on va se retrouver on passe d'un système qui finalement était quand même national et on passe à un système où les universités pourront à peu près calibrer quel profil d'étudiants ils veulent au sein de leur université. Donc tout ça va changer et au niveau territorial, ça va mettre en place un certain nombre d'inégalités et ça changera d'université en université. On va y revenir. Et ce boom démographique était prévisible, non ? Oui, comme pas mal de choses en France. Et on ne l'a pas prévu. Je ne sais pas si on ne l'a pas prévu, mais il y a pas mal de choses en France où on attend d'être devant le mur pour faire. Donc voilà, on le savait, ce boom, le boom des années 2000. On sait que
jusqu'à 2020, ça va augmenter, ça va stagner, puis ça va augmenter. Donc on savait depuis très longtemps. Ça montre une chose, c'est que l'enseignement supérieur en France n'a pas été traité de la même façon que d'autres domaines. Alors, on va y revenir là aussi. Je voudrais qu'on regarde justement les mesures qu'ont annoncé le gouvernement, qu'a annoncé le gouvernement fin octobre. Voilà, des places supplémentaires, simplification pour les étudiants qui n'ont plus que 10 vœux à formuler au lieu de 24. Une année de remise à niveau, on va en parler, un plan d'aide de 500 millions d'euros sur 5 ans et surtout les conseils de classe et les universités donneront leur avis désormais sur l'orientation des élèves. Est-ce que c'est une sélection light qui se profile à l'horizon, Vincent Dael ? Ça vous inquiète, ça, ce dispositif ? Non, mais déjà, sur la question de l'accompagnement des lycéens, c'est plutôt une bonne chose qu'on se dise qu'il faut mieux accompagner. Et c'est vrai que si les lycéens sont stressés à l'idée d'accéder à l'université, c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup accompagnés, pas beaucoup informés là-dessus. Mais le fait qu'un conseil de classe et qu'une université donne son avis sur l'orientation d'un étudiant... Déjà, matériellement, comment ils vont le faire ? Parce qu'on va se retrouver avec des conseils de classe qui devront donner 300 avis par classe et par an. Est-ce que les avis seront vraiment éclairés ? Est-ce que les avis seront vraiment poussés ? Est-ce qu'on sondera vraiment le lycéen pour savoir ce qu'il veut vraiment faire et est-ce que c'est vraiment sa motivation ? Et après, j'ai l'impression qu'on se dirige un petit peu pour le lycée dans une sélection par le découragement. Finalement, un conseil de classe qui donne un avis, puis à l'université également. Voilà, à voir l'application concrète. Jean Peters, comment allez-vous faire ? Alors, je ne vais pas parler du secondaire que je ne maîtrise pas, mais c'est important que les profs donnent un avis quand même sur l'orientation, au moins puissent conseiller les lycéens. Maintenant, pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur, je crois que la question elle est globale et pas seulement celle de l'université ou plutôt de la licence. La licence générale est sur la totalité. Et là, on a un plan du ministère qui est sur la totalité. Moi, je pense qu'il est bon qu'on dise aux étudiants où est-ce qu'ils mettent les pieds. Voilà. Est-ce qu'ils ont des chances de réussir ou pas ? Est-ce que par rapport à ce qu'ils ont fait, ils ont les compétences requises ? Et ça, c'est bien. Et dans le même temps, on doit aussi fournir aux étudiants la possibilité de faire des études supérieures. Donc, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple, puisqu'on a en France des filières sélectives qui marchent bien, avec des taux de réussite qui sont plutôt bons. Voilà. Et dans le même temps, on a un grand système où les étudiants arrivent, certains parce qu'ils le veulent, des très bons étudiants arrivent en licence, des étudiants moyens et des étudiants qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors justement, une illustration de ce qui se passe dans les autres pays européens. D'autres pays ont choisi leur équilibre. C'est le cas de la Pologne qui a choisi de proposer l'université gratuite pour tous, mais avec un ticket d'entrée très sélectif, très difficile à obtenir. Je vous propose d'écouter un échange entre une étudiante française et une étudiante polonaise. C'est l'extrait d'un magazine diffusé dans notre émission Avenue de l'Europe, programmée chaque mois sur France 3. Regardez l'extrait. On est où ici? On est devant mon université. C'est l'université de Wrocław. Il y a des cours de journalisme, d'informatique, mais ce que moi j'étudie, c'est la communication audiovisuelle. On peut rentrer? On y va. L'échange se fait en allemand, une langue que nos deux étudiantes parlent couramment. Comment on fait pour entrer à l'université? Chez nous, ce qui compte, ce sont les notes du bac. Plus ton résultat est bon, et plus tu as de chances de rentrer facilement à la fac. Tu as passé quelle matière? Moi, j'avais choisi le polonais, l'allemand, l'anglais et la géographie. Et heureusement, j'ai bien réussi. C'est comme ça que j'ai été prise. Il y avait une place seulement pour 120 candidats. C'est tout neuf ici, c'est ultra moderne. Combien tu payes pour étudier? Oui, on a l'impression qu'il faut pas mal dépenser pour venir en cours ici, mais en fait, on ne paie pas. En Pologne, toutes les universités publiques sont gratuites. Si on est bon élève, on ne paie absolument rien. Et chaque année, tu dois réussir tes examens si tu veux continuer à étudier? Oui, c'est très important de réussir ces examens. Si tu les rates 2 fois, tu dois payer pour les passer une 3e fois. Et si c'est encore raté, tu dois arrêter tes études. Alors Vincent Dael, est-ce que ce système serait applicable en France ? Applicable, c'est une question de volonté. En tout cas, nous, on serait contre. Mais et là, c'est la question tout bêtement de la sélection. Pourquoi on est contre, finalement? C'est pas une question d'être dogmatique. C'est que la sélection, finalement, dans la vie, elle existe déjà.
Ça s'appelle la sélection sociale et ça dépend de là où on vit, de là où on est, des facilités que l'on a et du bagage culturel ou financier qu'il peut y avoir dans la famille. Donc la sélection, finalement, elle existe déjà. Maintenant, la question, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur, c'est ce qui protège le mieux du chômage. Alors, est-ce qu'on veut mettre une nouvelle barrière de sélection à l'entrée de l'université? Et dans ce cas-là, que font les milliers de jeunes qui sont recalés? Que font les milliers de jeunes en Pologne qui n'ont pas accès à l'université, qui n'auront pas d'accès à un diplôme d'enseignement supérieur? D'un point de vue ascenseur social, ça me paraît quand même très compliqué. Jean Peters, que pensez-vous de cette phrase que j'ai lue du chef de l'État, Emmanuel Macron? Nous devons arrêter de faire croire à tout le monde que l'université est la solution pour tout le monde. Je ne vais pas me prononcer sur les non, est-ce que vous êtes d'accord? C'est un constat qu'il fait. C'est un constat. Et dans le même temps, on veut amener une classe d'âge à atteindre au moins la licence, le niveau licence. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. La question est peut-être inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se contenter de lycéens qui pourraient entrer sur le marché du travail en seulement le baccalauréat? C'est ça la question. Et est-ce qu'aujourd'hui, notre marché du travail est équipé pour faire travailler des gens qui ont un baccalauréat? Je ne crois pas aujourd'hui. Et on voit même aujourd'hui des étudiants avec des bacs pro qui sont censés aller travailler, qui vont essayer de faire des études supérieures. Alors, mais justement, on va regarder un petit tableau sur les filières les plus demandées. La filière des prépas aux concours médicaux arrive en tête. Après, c'est le droit. Après, c'est STAPS, toutes les filières sport. Et après, c'est la psychologie. Elles sont sous tension aujourd'hui. Et puis, d'un autre côté, il y aurait aujourd'hui 100 000 places dans les universités qui ne sont pas pourvues. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'aiguillage, d'orientation sévère, sérieux en France? Ah, ça c'est certain. Ouais. Ça c'est certain. On a un problème en France d'orientation. Et le problème aujourd'hui, un des problèmes de l'échec des étudiants, c'est celui de l'orientation. Voilà. À partir du moment où certains étudiants vont dans des filières pour lesquelles ils ne sont pas vraiment formés ou ils n'ont pas les compétences, forcément, on va arriver sur des problèmes. Je reviens sur les chiffres que vous donnez, sur la PACES, le droit, les STAPS, etc. J'ai vu que dans les mesures du gouvernement, il y aura l'augmentation de places en PACES. Je ne pense pas que ça résolve la solution, parce qu'à partir du moment où vous avez à la fin un concours, si vous n'augmentez pas le nombre de places de concours pour passer en deuxième année de médecine, si vous avez 1400, 1500, 1600 étudiants, de toute façon, votre taux d'échec, il va augmenter. Et l'autre hypocrisie, c'est dans des filières courtes, type BTS, UUT, on a beaucoup de candidats qui viennent de bacs généraux, du bac général. Les bacs pro se retrouvent à la fac. Est-ce que tout ça n'est pas incompatible, Vincent Naël? Moi, je viens d'une filière technologique. J'ai eu un bac technologique et pas général. Ça ne m'a pas empêché de réussir en droit, comme quoi on ne peut pas non plus forcément aiguiller toujours là où on veut. Mais effectivement, c'est un problème le fait que des étudiants, que des lycéens qui se destinent à des études courtes soient recalés à l'entrée de filières courtes. Et ça, il y a des solutions, je pense, à apporter. Après, ça relève de négociations et de concertation, mais effectivement, c'est un problème. Alors, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus sur les bacs pro et les bacs techno. Je pense que c'était déjà le cas où le recteur devait fixer un certain nombre, on va dire, de quotas. C'est toujours le cas, c'est toujours réaffirmé. Je pense qu'il y a une discussion à avoir avec les BTS, où des étudiants sont carrément refusés alors qu'il reste des places, et les IUT. Et en même temps, il faut faire attention aussi au vivier. C'est-à-dire, si vous n'avez pas suffisamment de bac pro et de bac techno, vous ne pouvez pas non plus atteindre un certain pourcentage. Pour revenir sur le taux d'échec en fac, est-ce que le droit à l'erreur doit être maintenu? C'est une disposition qui a été mise en place, le droit de changer de filière de cursus dans une même année universitaire. On doit le maintenir, ce droit à l'erreur, ou finalement c'est de la cosmétique? Bien sûr, on fait des erreurs toute la vie, donc dire qu'un droit à l'erreur doit être supprimé, ça me paraît quand même être une logique assez curieuse, mais au-delà de ça, l'erreur, elle sera perpétuée si on passe d'une filière où il n'y a pas d'encadrement pédagogique, où l'étudiant est laissé à lui-même et où il n'y a pas véritablement d'encadrement et de chances de réussite, à une filière où c'est exactement la même chose. On peut encore améliorer l'encadrement pédagogique? Oui. À un moment donné, il faut des moyens, vous n'en avez pas. D'abord, le droit à l'erreur, c'est plutôt le droit à la réorientation. Je crois qu'il faut le prononcer, il faut le dire comme ça. On peut changer d'avis, on peut s'être trompé, et donc il faut pouvoir le faire. Alors à l'intérieur d'une même année universitaire, c'est un peu compliqué. On voit bien les difficultés. Il y a peu d'étudiants qui choisissent ça. Par contre, le fait de la possibilité de le faire sur une licence, sans être considéré comme étant redoublant, c'est un peu ce que propose d'ailleurs la ministre, avoir une licence sur 3-4 ans, ça c'est pas mal, quoi. Alors, je suis tombé sur un chiffre intéressant, ce que coûte un étudiant sur une année. Il y a des écarts assez étonnants. Un étudiant en fac coûte environ 3 fois moins cher qu'un étudiant en prépa. Regardez les chiffres, 5 000 € par an pour un étudiant qui rentre en faculté, 13 000 € par an pour un étudiant en prépa.
Il n'y a pas un problème là? Si, mais je crois que un ancien ministre de l'Éducation a essayé de changer les choses et s'était heurté à des blocages au niveau de l'État. Un étudiant en classe prépa coûte plus cher et les milieux les plus favorisés se retrouvent dans les classes prépa. Il y a quelque chose qui ne va pas en France. Vincent Dael, un commentaire? C'est effectivement toute la logique, c'est que finalement, pour un accompagnement pédagogique, il faut mettre les moyens aussi sur la table et on pourra en parler sur les filières adaptées à l'entrée à la fac qui vont être programmées. Là, c'est la question des moyens qui se pose cruellement et qui va vraiment arriver comme un mur à la rentrée prochaine. Et là, ça va être vraiment assez effroyable ce qui risque de se passer. Pour conclure ce débat, Jean Peters, le fameux top 100 des universités, le top 100 mondial des meilleures universités est publié régulièrement, presque chaque année. Le dernier classement en date, il y a seulement 3 établissements français dans ce top 100. Polytechnique, Normal Sup et Paris Sud, l'université de Paris Sud. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce que ce sont eux qui font réussir les étudiants en licence? Voilà. Et vous avez la réponse, c'est non. Maintenant, en termes de visibilité, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui. Alors, après, regardez là, il y a des. Regardez la carte de la Bretagne sur la répartition des étudiants. Il y a Brest, Saint-Brieuc, Lorient, Rennes 1, Rennes 2. Est-ce que tout ça ne devrait pas être regroupé au sein d'une même université? La question, c'est le sens des regroupements. À quoi ça sert? Voilà. Si on est capable de m'expliquer à quoi ça sert de regrouper 4 universités en une seule et rendre un meilleur service, parce que c'est ça la question, je suis preneur. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu. Pas convaincu. Vincent Dael, ce serait une bonne chose? Moi, je pense qu'il faut raisonner à l'échelle du site. Et, pour moi, une structuration universitaire cohérente, mais qui est en lien déjà avec ce que veulent les étudiants, avec ce qu'ils imaginent pour leur université, et qui apporte des vraies améliorations de conditions d'études et conditions de vie pour les étudiants, c'est pertinent. Maintenant, si on construit uniquement des gros sites universitaires, des superstructures qui se concentrent uniquement sur la recherche et la visibilité à l'international, très bien. Maintenant, la plus-value pour l'usager, qui est quand même la base du service public, je la vois pas forcément. Vous voulez rester seul là, dans votre coin alors à l'UBS? Non, c'est pas ça. La question, elle n'est pas là. La question, c'est celle du service rendu. À quoi ça sert de fusionner s'il n'y a pas de gain? Aujourd'hui, on voit bien que sur la formation, la réponse, elle n'est pas sur des grands sites. La question, elle est sur comment est-ce que vous organisez sur un bassin d'emploi la réussite des étudiants. Elle est là. Donc après, on peut toujours avoir des ambitions au niveau international, mais dans ce cas-là, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions internationales. Voilà. Et on peut comprendre que Polytechnique, Normal Sup, Paris Sud aient ces ambitions-là. D'autres universités peuvent avoir d'autres ambitions et bien faire leur service public. Merci beaucoup, Jean Peters, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé à cet échange, à ce débat. Vincent Dael, vous restez avec nous pour la dernière partie de l'émission. Ne l'oublions pas, un étudiant, ce n'est pas seulement une machine à étudier, à travailler. Il a aussi une vie sociale. Ça se traduit par le sport, les loisirs, mais aussi les sorties. Alors justement, on va se plonger dans nos archives pour évoquer ce qui a longtemps fait la réputation de Rennes, les fameuses soirées étudiantes. Voici notre séquence C'était il y a, et nous avons placé ce mois-ci notre curseur au milieu des années 90. Agro en fête, Agro en rock, ce soir-là, One Night Jack en concert pour près de 1000 personnes. Qui dit soirée étudiante dit forcément beaucoup de monde, de tonus et de pêche, autant d'ingrédients qui sont à la base de la réputation rennaise et que les potaches régulièrement mélangent à toutes les sauces jusque tard dans la nuit. Pourquoi en 10 ans, on est passé de 8 000, 10 000 étudiants à 80 000? Parce qu'il y a une espèce de force d'appel, quoi. C'est une ville qui est culturelle, dans le cinéma, dans la danse, dans la culture, dans le théâtre ou dans la musique. C'est au même titre que Montpellier ou Marseille, avec une dynamique mais totale. C'est quoi la vie étudiante à Rennes? C'est les fêtes, les fest-noz, comme ce soir. Au même moment, mais à Beaulieu, cette fois, les étudiants, toujours eux, s'éclatent sur des airs de gavotte. Dans ce grand hall qui deviendra salle d'examen au mois de juin, la convivialité est de rigueur, le temps des révisions n'est pas encore venu, place donc à carrément chaud et à sa bonne humeur. Personne ne se connaît, mais tout le monde parle avec tout le monde et c'est vraiment super. Avoir un doigt juste à côté d'un autre, tu peux juste parler et c'est hyper sympa, quoi. Rennes, la ville aux 1000 chapelles musicales, la ville à qui les étudiants imposent une vie nocturne acharnée. Mais Rennes, malgré tout, ne veut pas vivre sur ses acquis. Être en transe veut aussi dire être imaginatif. Et
la dernière histoire en date, c'est celle de la techno. Depuis 4 ans, elle a quitté les hangars désaffectés pour trouver droit de cité dans les discothèques. Haute dose de décibels, mais des décibels créatifs selon les experts en la matière. Est-ce que Rennes est une ville particulièrement branchée techno? Oui, je pense, ouais. Très très branchée techno. Ils aiment bien être à la pointe, un peu comme ils l'étaient au temps du rock, Marquis de Sade. Ils aimaient être toujours un peu pointus, toujours en avance. Et bon, là, c'est encore pareil. Je pense que c'est toujours ville branchée. Rennes l'a branché, Rennes l'a survolté et l'a dynamité. Les lauriers sont nombreux, mais pour les conserver, il lui faudra encore et toujours réinventer. Voilà, il y a un peu moins de techno aujourd'hui, je ne sais pas, les modes musicaux changent. Je ne fréquente plus depuis bien longtemps les soirées étudiantes. Vous Vincent, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cette ambiance-là? Est-ce qu'on a toujours cette ambiance-là dans les soirées rennaises ou ça a un peu changé quand même? Ça a un peu changé, puis c'est vrai que c'est assez idéalisé comme période, cette période années 90 où il y avait Nirvana qui passait au transmusical, où c'était l'émergence de Daft Punk, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même une époque assez exceptionnelle et je pense qu'on en rêve tous un petit peu au fond de nous. Maintenant, la fête, elle existe toujours à Rennes. C'est toujours une soirée débordante de culture, débordante de soirées, de collectifs étudiants. C'est assez exceptionnel. Je suis tombé sur un sondage. Un quart des étudiants interrogés aujourd'hui se sentent seuls ou isolés. Un quart, c'est assez important comme proportion. Oui, je trouve ça dramatique. Oui. Ouais, et justement, vous êtes dans un syndicat, vous allez à la rencontre des étudiants. Vous sentez là aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème de solidarité, de communication entre les étudiants même? Il y a d'abord un problème de solitude, et ça c'est bien de le souligner parce que c'est clair que c'est un gros enjeu, et à mon avis c'est le gros enjeu de demain, comment faire en sorte d'intégrer mieux l'étudiant dans la cité, l'étudiant dans la ville pour qu'il se sente moins seul. Et oui, problème de solidarité, je pense qu'on est dans une société de communication qui bizarrement communique moins, ou en tout cas on communique moins entre nous. Donc c'est aussi aux acteurs publics et aux étudiants d'imaginer comment inventer une ville plus solidaire en se réinventant. Mais concrètement, qu'est-ce que vous conseillez à des étudiants qui se sentent un peu seuls, qui n'ont pas forcément leurs amis à leur côté, dans la même ville? Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui pour se sentir moins seuls? Je pense que chaque étudiant aura une réponse différente. Moi, je conseille l'engagement associatif. Voilà, ça, pour moi, c'est un bel engagement, et il y en a qui fleurit partout, et le secteur associatif a besoin de bénévoles et besoin de jeunes qui s'engagent. Merci beaucoup, Vincent Dael, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, les études, c'est encore combien d'années? Pour moi, 2 ans encore. 2 ans? Oui. D'accord, donc master, droit de la santé? C'est ça, a priori. Et après, pour faire quoi? Après, les concours de la fonction publique hospitalière, sans doute. On vous souhaite bonne chance. Merci bon courage pour la suite de vos études. Vous pouvez revoir Génération Bretagne, bien sûr, en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Vous cliquez pour cela sur l'onglet émissions, et je vous renvoie également sur nos réseaux sociaux où vous pourrez commenter ou réagir sur l'émission. Merci pour votre fidélité. Restez sur France 3 Bretagne, les programmes continuent.